tu abordes le thème du bonheur, on a sûrement des personnes qui nous regardent actuellement, qui peuvent se poser la question de comment être plus heureux, comment accéder à plus de bonheur. Quels conseils, voilà, en toute humilité, quels conseils tu pourrais leur partager pour aller vers justement plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de bonheur? Mais je m'inspirerai de ce que l'on constate justement en faisant des enquêtes qui interrogent les gens dans de nombreuses cultures à propos de leurs moyens de trouver le bonheur. Et il y a 3 grandes voies qui se dessinent. La première étant de se faire plaisir, d'avoir des raisons, d'avoir envie de vivre et d'agir. Et le plaisir est une motivation fondamentale pour l'être humain. Donc se faire plaisir, pas nier ce besoin de plaisir, mais faire attention, parce que se faire plaisir, c'est être capable d'apprécier, de savourer. Et donc il faut pouvoir ralentir, il faut pouvoir simplifier, il faut pouvoir aussi attendre, parce qu'il y a beaucoup de plaisir dans l'attente d'un objet ou de quelque chose de convoité. Et tout ça, dans notre culture, est oublié. On veut des choses immédiates, et donc on n'est jamais rassasié, donc il en faut toujours plus, et on est dans une hyperconsommation. D'ailleurs, comment, parce que c'est intéressant, tu évoques le fait que dans notre société, on est dans l'excès, finalement, j'ai du plaisir maintenant, tout de suite, et je profite pas. Donc on peut déjà en prendre conscience, mais comment on peut accéder finalement comment on peut ralentir pour mieux apprécier le moment présent? On peut ralentir en étant conscient qu'il est plus facile de vivre, enfin plus facile, en tout cas meilleur de vivre, si on recrée un peu d'espace à l'intérieur de soi. C'est-à-dire si on arrête de se disperser, si on arrête d'être que dans l'action, si on accepte d'être un petit peu dans le silence, dans l'inaction, on recrée une sorte d'espace pour se regarder, pour comprendre qu'il y a un recul, et alors faire des choix en pleine conscience. Donc ça se résume à augmenter notre niveau de conscience, à être plus conscient de qui nous sommes, c'est-à-dire être à l'écoute de notre corps, de sentir quand il est tendu, et de se dire, s'il est tendu, je suis peut-être dans une peur, dans une défense, mais je peux peut-être aussi faire le choix conscient de me détendre, de travailler sur ma peur, de refaire confiance. C'est écouter aussi nos émotions, de se rendre compte que si on est dans des émotions très désagréables, comme la peur, la colère, l'anxiété, et que ça amène même de l'agressivité, etc., c'est peut-être parce que de nouveau, il y a des peurs, il y a une tension en nous, et que ça ne nous apporte pas le bonheur, ça ne nous apporte pas l'apaisement. Et donc là, en conscience, si on peut observer ça, être de nouveau sensible, avoir suffisamment d'espace à l'intérieur de soi pour ressentir tout ça, alors on peut faire des choix conscients, de travailler sur ces peurs, et de générer d'autres émotions beaucoup plus agréables. Et du coup, on retrouve de l'optimisme, de l'enthousiasme, de la joie. Et bien sûr que ça apporte beaucoup plus de bonheur à l'être humain. Donc la première chose, donc, c'est d'accéder finalement au plaisir. Accéder au plaisir, ça paraît être une composante indispensable pour être heureux, mais à condition de le savourer, et à condition aussi que ce plaisir s'inscrive dans un projet. Parce que le plaisir pour le plaisir, c'est trop court. Donc là, on est sur le sens. Alors, la deuxième grande voie qui a été bien identifiée, c'est qu'il y a un besoin de sens chez l'être humain, et on peut le comprendre parce que nous sommes un animal qui pense. Et si nous pensons, nous nous projetons dans le futur et nous regardons notre passé. Ça nous permet d'avoir une identité et l'espoir de préserver cette identité. Et du coup, nous devons pouvoir organiser tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, nous devons pouvoir l'organiser sur une ligne qui définit une direction et qui donne une signification à notre vie. Parce que sans ça, nous serions confrontés au chaos, et ce chaos nous angoisserait tellement qu'on ne pourrait pas survivre. On serait très affaibli par cette angoisse existentielle. Donc ce besoin de sens semble fondamental, même au niveau biologique, au niveau de notre capacité à survivre. Donc ça veut dire, là, si je résume pour donner des clés finalement à nos auditeurs, si j'ai une personnalité où je suis quand même plutôt dans le plaisir à court terme, etc., de prendre du temps pour me poser la question de où est-ce que je veux aller dans ma vie. Oui, ça. Et à quoi ce plaisir sert? Est-ce que c'est juste pour m'apaiser dans l'instant, ou est-ce que ça s'inscrit dans une ligne, un projet, une direction que je voudrais donner à mon existence? Et d'ailleurs, ce que l'on constate dans toutes ces enquêtes, toutes ces études que l'on fait sur ces tenants et aboutissants du bonheur, c'est que le besoin de sens est plus important que le besoin de plaisir, en ce sens qu'on accepte parfois certains déplaisirs pourvu que c'est du sens.
Et alors on accepte ok, de ne pas être toujours satisfait, mais si ça s'inscrit dans un projet qui apporte du sens dans notre vie, on connaît une sorte d'épanouissement, d'accomplissement qui est beaucoup plus fort que ce petit bonheur des satisfactions hédonistes. Oui, oui. Là. Mais je veux bien ce que tu dis, besoin. dans la création d'une entreprise, typiquement, c'est accepter d'être pendant un moment donné, d'avoir moins de rentrée d'argent. Tu en parlais d'ailleurs par rapport à l'achat des chaussures. Je l'ai vécu quand j'ai créé mon entreprise. C'est effectivement accepter que pendant un temps, il y a moins de plaisir à court terme, mais ça a un sens, tout ça, le sens que je donne, d'aider, etc. Le sens qu'on peut trouver à tout ça. Le besoin de plaisir et le besoin de sens ne se conjuguent pas au même temps. À savoir que le besoin de plaisir souvent demande une satisfaction immédiate, alors que le besoin de sens accepte d'être satisfait d'une façon différée. Et donc ça explique pourquoi effectivement le créateur d'une entreprise par exemple accepte certains déplaisirs, certaines contraintes, etc. Mais si son besoin de sens peut être comblé à long terme, eh bien tout ça vaut la peine d'être vécu. D'accord. Et c'est la deuxième chose, le sens. Oui. Et alors il y a une troisième voie qui consiste à pouvoir s'engager pleinement dans ce que nous faisons, de manière à connaître une expérience qui nous apporte un profond accomplissement et une sensation d'accomplissement. Donc c'est des actions au quotidien. Ce sont des actions au quotidien et qui sont généralement des actions, on les appelle autotéliques, c'est-à-dire que télos en grec veut dire le but. Ce sont des actions qui sont un but pour elles-mêmes. Par exemple, le créateur d'entreprise, s'il ne la crée que pour gagner de l'argent, eh bien ça ne va pas tenir, il ne va pas être très heureux. Mais par contre, s'il peut trouver une véritable motivation à l'action de créer l'entreprise, aux tâches. Le plaisir comme un enfant qui fait quelque chose. Il s'investit là-dedans parce que l'action est un but en elle-même, alors il trouve une grande satisfaction. C'est une des composantes du bonheur. Et ces actions autotéliques, généralement, défient nos compétences à un niveau un peu supérieur que leur niveau habituel. Ce qui oblige à être focalisé sur ce que nous faisons, pleinement engagé dans ce que nous faisons, et ça arrive alors nous en arrivons même à oublier le temps qui passe, à oublier même nos problèmes, et nous sommes tellement pris dans l'action que déjà nous connaissons la satisfaction de ce flux, on appelle d'ailleurs ça des expériences de flux. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Csikszentmihalyi qui a très bien décrit ça comme une expérience optimale du flux. Et après que la tâche a été accomplie, eh bien, il y a un sentiment encore profond de satisfaction parce qu'on sent qu'on s'est approfondi, qu'on s'est amélioré, puisque le défi était un peu au-dessus de nos compétences habituelles. Et donc là, du coup, si pareil, on transmettait une clé, l'idée, ça serait de chercher justement des actions de ce type-là. Oui, et d'accepter de faire des efforts. Parce que beaucoup d'images qui sont véhiculées par rapport au bonheur laissent croire que ça va arriver, de tomber du ciel sans effort, sans souffrance. Et en fait, c'est tout le contraire. Alors bien sûr, les doigts de pied en éventail sur une plage aux Caraïbes, ça peut être une image du bonheur. Et quand vous interrogez les gens qui rentrent de ce genre de vacances, où ils sont passés le temps sur la plage, au soleil, aux Caraïbes, ils ne sont pas forcément très heureux. Ils vont vous raconter que l'hôtel n'était pas bien, que la nourriture n'était pas ce qu'on pensait, que les enfants étaient infernales, que finalement la mer n'était pas comme ils avaient pensé. Et ils ne sont pas vraiment satisfaits. Mais quand vous les interrogez, ils ont des raisons d'être satisfaits de leurs vacances, mais c'est pas les doigts de pied en éventail sur la plage qui les a satisfaits. C'est d'avoir lu un bon livre. C'est d'avoir fait du jogging tous les matins. C'est d'avoir été en lien avec leurs enfants, d'avoir fait un sport. Mais ça demande parfois des efforts, tout ça. Quand vous interrogez le pianiste qui fait des gammes, c'est pas très amusant de faire des gammes à longueur de journée, mais il est motivé, et puis il se laisse entraîner, une fois qu'il a acquis un certain niveau de compétence, il se laisse entraîner dans l'action, et il en connaît une grande satisfaction, mais ça lui a demandé un effort. Donc ok, du coup pour résumer, ce serait du plaisir quand même à court terme, oui. Avec un besoin de sens, chercher cette direction, où est-ce que je veux aller, comment va être ma vie, quels sont mes rêves, ma vision, etc. Et après dans le présent, quelles actions qui finalement s'inscrivent aussi dans le but, mais qui ont un sens par elles-mêmes. Par elles-mêmes, voilà. et qui nous font grandir. Alors, par rapport à la quête de sens de l'être humain, toutes ces enquêtes que l'on fait nous montrent bien que ce qui donne vraiment du sens à la vie d'un être humain, c'est la capacité d'être en lien avec les autres, dans des rapports harmonieux avec les autres, et où on a le sentiment d'exprimer le meilleur de soi au service de cette relation avec les autres. Donc de vivre une vie vertueuse quelque part. Et on oublie ça beaucoup trop souvent, que c'est dans ces détails, qui ne sont pas des détails, qui sont les fondements même de la vie des êtres humains, qu'on peut trouver beaucoup de bonheur parce que ça a beaucoup de sens. D'accord.
C'est un beau message, merci. Oui, je crois que c'est un bon message, et on devrait s'en rappeler, parce que c'est dit depuis l'Antiquité, Voilà, ça sera Platon, redit, ils nous l'ont tous dit. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les données scientifiques nous obligent à nous y réintéresser, à l'intégrer dans nos pratiques, dans nos approches comportementales et psychologiques et psychothérapeutiques, ou d'accompagnement, comme dans le coaching par exemple. Nous devons remettre ça vraiment au centre du débat, c'est très important, si on veut être heureux.